Bonjour et bienvenue dans Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Leur point commun ? Une vision entrepreneuriale de leur métier. Des parcours toujours inspirants et empreints de sincérité et d'optimisme. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit, le podcast de Fed Legal. Je suis Audrey Deléris et aujourd'hui je reçois Myriam Rack-Alambic, fondatrice de Fairplay Clearance. Myriam, comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup, un immense merci, je suis ravie de cet échange. Moi aussi je suis ravie parce que tu vas nous parler d'un sujet qui n'est pas très connu, en tout cas moi je ne connaissais pas, tu vas nous en dire plus tout à l'heure, mais je suis ravie que tu sois parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Qui es-tu Myriam ? Bien sûr, alors effectivement comme tu l'as dit, donc j'ai créé et je dirige aujourd'hui la société Fairplay Clearance. Elle a été créée en 2010. On n'était plus connu sous le nom d'Immediate Clearance, qui était le nom de notre entité. On a changé de nom il y a à peu près 1 an et demi pour Fairplay. Et c'est vrai que on traite de droit de l'audiovisuel, droit du cinéma et ce fameux sujet de la clearance dont on va parler, qui est assez peu connu finalement du grand public, mais bizarrement qui était assez peu connu également au sein des métiers du droit et peut-être même au sein des métiers de l'audiovisuel. Donc c'est vraiment un nouveau métier qui est passionnant et dont je suis ravie de parler. Bah, j'ai hâte en effet. Oui. Et d'où viens-tu ? Enfin, comment est-ce que tu as commencé le droit ? Est-ce que tu viens du droit ? Voilà, dis-nous-en un petit peu plus sur toi. J'ai un parcours qui est assez atypique parce qu'aujourd'hui, donc effectivement, j'occupe le poste de directrice juridique et je fais du droit. Mais j'ai démarré au niveau de la formation par une prépa, une école de commerce. Donc c'est un parcours qui est pas forcément traditionnel. Et j'ai fait après mon école de commerce un master 2 en droit de la propriété intellectuelle. Et c'est vrai qu'au moment des choix, enfin moi c'était très tôt quand on demande aux étudiants de s'orienter, de savoir ce qu'on veut faire. Donc c'était un moment où j'avais spontanément un attrait vers les métiers artistiques. Donc je souhaitais faire plutôt une école d'art, plutôt une carrière artistique. Mais en même temps, j'étais très très en proie au doute. Je doutais sur déjà de mon talent, parce que c'est quand même des carrières qui dépendent beaucoup de ce que chacun a à dire et sait faire. Et puis je savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Donc le fait de tout à coup tout arrêter toutes les matières que j'aimais énormément, les langues, la philosophie, les mathématiques, l'économie, pour passer dans des matières totalement différentes sans être sûre de moi. Je pense que mes proches et mes parents notamment, qui m'encourageaient beaucoup, ont peut-être décelé ce petit doute en disant « T'es très jeune, ça se passe bien, les cours, ça te plaît, il n'y a pas de souffrance au niveau des études, etc. Pourquoi est-ce que tu choisis pas dans un premier temps de faire quelque chose d'assez large qui finalement te permettra de pouvoir choisir tranquillement un peu plus tard ?» Et c'est vrai qu'il y avait des métiers que je voyais de loin qui m'intéressaient. Il y avait le management culturel, il y avait effectivement le métier de commissaire-priseur, par exemple, que je voyais un peu se dessiner dans certaines formations. Et je me disais, tiens, faisons ça, allons en prépa, et puis on verra après comment les choses peuvent effectivement se dessiner. Sans mauvais jeu de mots, avec mes aspirations artistiques de l'époque. Et j'ai eu la chance, donc après 2 ans de prépa, d'être prise à l'EDEC, qui est une école de commerce, qui avait justement toutes ces options qui m'intéressaient et, chose que je ne savais pas encore à l'époque, mais qui avait aussi un accent très très important mis sur les options juridiques et légales, puisqu'elle était à l'époque dirigée par 2 avocats. Alors je pense que l'équipe peut-être a dû changer entre-temps, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, je suis entrée à l'EDEC et le coup de foudre pour le droit de la propriété intellectuelle a eu lieu pendant ce cursus. Ça se passait très bien, mais les autres matières, même si c'était intéressant, c'était clairement pas moi. Il y avait pas de coup de cœur. Bon, déjà, j'ai eu une certitude, c'est que les métiers du chiffre, de la finance, du risque, C'était pas ton truc. Ce n'était pas mon truc. On ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. C'est déjà bien de savoir ce pourquoi on n'est pas fait. Donc, il y avait tout un pan de métiers. Non seulement qui ne m'intéressait pas, mais alors vraiment auquel je ne comprenais rien, et se sentir autant démuni face à des gens tellement passionnés, c'est aussi une expérience intéressante, mais qui a été radicale. Et toutes les autres matières, le marketing, la communication, les stratégies entrepreneuriales, etc., c'était intéressant, mais clairement, c'était pas moi. Et il y a eu ce cours absolument extraordinaire je le raconte un peu comme un coup de foudre, hein, ça fait très comédie hollywoodienne, mais ça s'est un peu passé comme ça, où tout à coup, on me parle de droits d'auteur, d'artistes, de cinéma, de musique, d'audiovisuel, de protection. Et je me retrouve à un mix, vraiment à un carrefour de tout ce que j'aime, qui est évoqué dans un seul et même cours, et le tout par un professeur vraiment qui est donc Cédric Manara,
qui a toujours une activité d'enseignement importante, qui est également aujourd'hui chez Google et qui écrit énormément. Et alors vraiment la manière de dire les choses, de le présenter, tout était parfait, tout était fascinant, et j'ai été très rapidement me présenter et dire je crois que je viens de trouver ce que je veux faire, comment ça se passe, quelles sont les possibilités, et les choses ont vraiment démarré à ce moment-là. Cédric Manara, donc, qui a été par la suite mon directeur de mémoire, parce que j'ai fait un mémoire sur un thème à la fois légal et audiovisuel au sein de l'EDEC. Il m'a conseillé sur des stages, il m'a montré des offres qui étaient adressées à des étudiants d'école de commerce et qui étaient des offres juridiques. Et puis surtout, il m'a accompagné dans la suite du cursus pour choisir mon option. Donc j'ai fait au sein de l'EDEC une majeure ingénierie juridique et fiscale. D'accord. Toutes les options possibles et imaginables. Il y avait droit de l'audiovisuel, composition musicale, cinéma. T'as tout pris. J'ai tout pris. Okay. Vous me mettez tout ce qui concerne le droit. Et puis il m'a aussi énormément accompagné dans le choix du master 2 qui a suivi, puisqu'il y avait quand même master 2 ou non. Et puis le fait, de me conseiller sur la suite, sur les choix de stage. À la fin de l'EDEC, donc j'ai fait en césure. Une césure, c'est une année qu'on peut choisir de faire ou non entre ces années d'école de commerce pour faire des stages longs, pour faire des stages à l'étranger. Donc moi, j'en ai profité pour faire mon premier vrai stage long, qui était au sein d'un service juridique d'une société d'animation. Et encore une fois, ça a été vraiment une révélation. Je trouvais que tout me correspondait. Les codes d'un secteur qui est quand même très particulier, le fait de travailler sur des choses assez abstraites, finalement, on le sait, quand on travaille sur des contrats, quand on travaille à des directions juridiques, il y a quelque chose d'assez abstrait, mais là, tout à coup, la pièce à côté de moi, c'était des artistes incroyables, il y avait des feuilles blanches, des crayons à papier, il y avait des tablettes, et sous nos yeux, il y a quand même des choses qui se créaient. On partait d'une feuille blanche, on arrivait à une série animée qui passait à la télé, il y avait quelque chose de très, très magique. Dans le fait de... Pardon. Non, je t'en prie. Et donc très lié aussi à ce qui t'attirait au départ, à ta volonté d'être dans le milieu artistique. Absolument. Okay. Absolument. Et peut-être la personnification il y a quand même des vrais grands artistes. C'était peut-être pas mal à un moment de me dire, c'était peut-être pas le bon chemin pour moi. Et finalement, accompagner en protégeant les droits, en encadrant tout ce qui m'a toujours plu. Je crois que j'étais vraiment beaucoup plus à ma place qu'en étant sur le côté créatif. Je pense. On ne sait pas ce que ça aurait donné après une formation, mais en tout cas, c'était vraiment un stage qui était fantastique. Et le pendant, donc pour vraiment compléter ça, j'ai choisi à la fin de l'EDEC de faire un stage un stage long également, mais plutôt en cabinet de de conseil en propriété intellectuelle, spécialisé en marque et en brevet. Je sentais que c'était moins ce que je voulais faire, etc. Mais finalement, je me suis dit, c'est maintenant que je vais pouvoir le voir, le tester. Ça s'est extrêmement bien passé. C'était vraiment très, très intéressant également. Et je trouvais ça bien de voir les deux aspects. Et j'avais en plus la sensation que ma candidature pour postuler à des Master 2, elle n'était pas forcément bien partie d'avance, et que le fait d'avoir quand même une expérience un peu... je vais pas dire un peu solide, parce que c'était très très solide ce que j'ai fait avant. Donc la société, c'était Alphanim qui a été rachetée par Gaumont. Donc c'est pas une expérience plus solide, mais peut-être plus sérieuse, plus académique. Donc je trouvais que c'était bien et que c'était complémentaire. Et j'ai été acceptée dans le master 2 de propriété intellectuelle appliquée de Paris 12, donc dirigé par le professeur Christophe Caron. Mm-hmm. Et j'ai passé une année absolument fantastique. Heureusement qu'on m'a conseillé de passer également par un cursus universitaire, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était très complémentaire. Vraiment, la formation EDEC sur le plan juridique, elle a été très complète. Et c'est vraiment, c'est pas juste un mot sur une majeure, c'était extrêmement complet, extrêmement, c'était très riche, mais c'est vrai que le passage en M2 m'a apporté des choses qui me manqueraient cruellement aujourd'hui si j'avais décidé de me lancer directement. Voilà, et c'est vraiment une époque des amis très proches que j'ai toujours aujourd'hui, que je me suis faite cette année-là. Et puis ça m'a permis en fait d'apprendre des choses que j'avais ratées pendant 5 ans. Encore une fois, c'est un peu la même sensation quand parfois on parlait d'un risque financier avec une formule mathématique incroyable, où on est là, on est en face et on se dit mais de quoi me parle-t-on ?
je suis arrivée en ayant vraiment l'impression de maîtriser certaines matières. Et puis en réalité, en 3 années, aussi denses et riches soient-elles d'école de commerce, on ne rattrape pas 5 ans de droit pur. Donc de temps en temps, il y avait des mots qui à l'oral, pendant des cours qui sortaient. Tout le monde avait l'air de savoir parfement de quoi il s'agissait. Oui, c'est pas forcément vu en école de commerce. Exactement. Et moi, je me disais, mais je peux pas poser cette question. Enfin, c'est vraiment, et c'était intéressant de voir que sous certains aspects, il y a peut-être des choses un peu cruciales, un peu fondamentales qui manquaient. Donc, j'ai énormément rattrapé les amis, les personnes qui étaient en cours avec moi étaient vraiment géniales. Enfin, on s'entraidait. C'était vraiment super d'avoir cette relation. Mais c'est aussi un moment où je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'avais la chance d'avoir vues, apprises et vécues pendant ces années de prépa et d'école de commerce, et c'était pas forcément le cas des personnes qui étaient sur les bancs à mes côtés. Donc c'était aussi super de pouvoir se dire, finalement il y a plein de choses qui me paraissaient un peu anecdotiques, un peu drôles, un peu clichés qu'on peut entendre sur les écoles de commerce, mais pas tant que ça. En fait, aujourd'hui, je m'en sers. Aujourd'hui, si j'arrive à m'en sortir et si j'arrive aussi à avoir des choses pour moi que mes camarades n'ont pas, et inversement, c'est pour toutes ces choses que j'ai faites avant. Enfin, je me souviens de la première fois en cours où quelqu'un dit, alors je sais, ça va être très impressionnant, mais aujourd'hui, pour la première fois, vous allez devant la classe vous adresser à la trentaine de personnes qui constituent votre promotion, et il y avait vraiment des gens qui s'effondraient. Enfin, oh là là, ça va être terrible. Bon, nous, on avait fait des sketchs devant des amphis de 600 personnes, où sur le coup, on n'a pas l'impression qu'en faisant une improvisation, on crée quelque chose. Mais finalement, cet aplomb, le fait de pas avoir peur de ça. Oui, j'avais peur du mot universalité, mais j'avais pas peur d'y aller, de foncer, de répondre à un client, de faire des jeux de rôle. Des contrats en anglais, ça faisait 3 ans que j'en voyais dans tous les sens. Je sais que certains en découvraient à ce moment-là. Et puis, j'avais la chance d'avoir gardé mes 2 LV2. D'accord. Ce qui finalement, je me suis rendu compte aussi à ce moment-là que c'était un luxe d'avoir pu continuer d'autres langues aussi. D'autres langues. Donc c'était pas, je me sentais toute petite à côté des autres. Là, quand je dis ça, j'ai l'impression que j'arrive en disant c'est super, j'avais fait plein de choses. Non, c'était plus rassurant de me dire j'ai pas tout de suite pris la voie dans laquelle je suis. Mais le chemin que j'ai pris n'a pas du tout servi à rien. J'ai des choses pour moi que j'aurais pas eu dans le cas contraire. Mais je me sentais quand même toute petite, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et justement, donc j'ai vraiment hâte que tu expliques ce que c'est la clearance, mais on va quand même justement aller approfondir comment tu es arrivée à ce sujet que tu ne connaissais pas, du coup, où tu as découvert. Comment justement tu as découvert cette matière-là pour devenir cofondatrice d'une société dédiée à ça, justement. Qui est spécialisée. Oui. Mon tout dernier stage, donc là, ça commençait à faire beaucoup de stages que j'enchaînais. Comme j'étais repartie pour mon Master 2, mon tout dernier stage était à faire. Et ça a été vraiment le stage le plus déterminant. J'ai été donc stagiaire dans le service juridique d'une boîte de production, une société de production de cinéma qui s'appelle Légende. Donc qui produit des films vraiment, qui a un line-up, c'est un terme anglo-saxon qu'on utilise, qui est vraiment fantastique. Et à l'époque, il venait notamment de sortir La Môme, donc qui était aux Oscars, qui a eu la vie, le succès commercial et artistique qu'on lui connaît. Et j'ai passé 6 mois au sein de ce service juridique. Et alors pour le coup, c'est pendant ces 6 mois que j'ai découvert la clearance, puisque c'était une des attributions du service juridique. C'était pas la seule. Dans une boîte de production, on gère aussi les contrats de coproduction, la chaîne de droit, tous les contrats de réalisateurs, techniciens, le financement, les répartitions des recettes. Enfin, il y a énormément de choses. Et puis toute la partie corporate, bien sûr, les statuts, etc. Et la clearance en faisait partie. C'était de loin ce que je préférais dans les missions. Et pour le coup, pendant ce stage, donc qui s'est transformé, j'étais embauchée chez Légende à la suite de ce stage en CDD. Là, la question ne se posait plus. Je découvrais le monde du cinéma, je découvrais le droit du cinéma et de l'audiovisuel, et c'était une certitude. C'était que j'allais continuer. Alors une certitude, avec le recul, je dis une certitude. Il y avait rien de moins sûr, de plus compliqué. En tout cas, t'avais envie. J'avais envie, exactement. Okay. T'as parlé de clearance, là, je pense que les auditeurs trépignent impatience à savoir, mais qu'est-ce que c'est Exactement. Donc je pense que Myriam, s'il te plaît, c'est le moment de la clearance. C'est le moment d'en parler. Explique-nous. Alors, c'est vrai que ce terme anglo-saxon, j'ai longtemps cherché une traduction pour nous l'adapter. Pour l'instant, le mieux que j'ai trouvé, c'est de le prononcer avec un accent bien français, donc la clearance. D'accord. Et qui est un métier, en fait, c'est l'obtention des droits de
tous les éléments qu'on voit, qu'on entend, qu'on évoque dans les films, les séries et les œuvres audiovisuelles. Et ça, depuis le développement, le script, jusqu'au tournage, la sortie et l'exploitation. Ça veut dire très concrètement que quand on est dans une séquence, dans un film ou dans une série, il y a énormément d'éléments protégés. Il y a des tableaux au mur, il y a des livres, il y a des mangas, il y a des journaux, il y a des disques, il y a du mobilier design, il y a des bâtiments à l'extérieur, il y a des costumes, enfin il y a énormément de choses protégées par le droit d'auteur, par le droit des marques. Il y a aussi des données personnelles, il y a des noms des personnages, il y a des numéros de téléphone, il y a des cartes de visite qu'on voit en gros plan. Et tous les éléments qui sont visibles ou évoqués doivent faire l'objet, alors pas forcément d'une demande d'autorisation, mais d'un questionnement. Est-ce qu'on a le droit de faire une vanne sur Emmanuel Macron dans un film ? Même ça, du coup, ça doit être questionné. À quel moment on est dans l'injure, dans la diffamation ? Est-ce qu'un nom qui est attribué à un personnage très négatif qui peut potentiellement porter préjudice à une personne qui porte ce nom ? Bon, toutes ces questions se posent et c'est vraiment le cœur du métier, c'est vraiment le droit d'auteur et le droit des marques qui est visible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, faire ou montrer dans un film ou une série. On est en dehors de la vie des affaires, donc on a le droit de prendre un petit déjeuner, on a le droit de montrer la vie telle qu'elle est. Mais il y a aussi énormément de choses qu'on peut pas faire et qui constituent des contrefaçons. Donc c'est vraiment ça la clé, c'est l'obtention de tous les droits. Et l'idée, c'est surtout de ne pas modifier d'un iota, idéalement, ce que le chef décorateur, ce que le réalisateur a en tête pour son projet. Je parle de films et séries parce que c'est principalement le périmètre qu'on a, mais on travaille aussi beaucoup sur des clips de musique, sur des publicités, parce que pareil, une publicité pour une marque de parfum, on va avoir une égérie qui s'assoit dans un canapé. Ce canapé, il y a un designer, il y a des droits, il y a des marques, des éditeurs, donc voilà, voilà ce qu'est la clearance. Et alors concrètement, là tu nous parles de production déjà réalisée. À quel moment, tu vas après me dire aussi ton équipe, est-ce que vous faites, comment t'as créé ça, mais là pour être vraiment dans le concret, à quel moment toi tu interviens justement, est-ce que on s'est déjà rencontré avec Myriam, donc tu m'as expliqué qu'il y avait donc je sais déjà la réponse, mais à quel moment t'interviens justement pour vérifier tout ça? Alors idéalement, c'est très en amont parce que comme tu dis, quand le projet est déjà créé, évidemment, on peut encore obtenir plein de choses, mais ça peut être trop tard et surtout on a une pression en termes de négociation sur les épaules qui est très différente. Quand un chef décorateur ou qu'un décorateur dit « j'adorerais avoir ce poster dans la chambre de cet adolescent parce que ça en dit tellement long sur son personnage et sur qui il est », le fait d'aller demander, évidemment qu'on a un enjeu parce qu'on est professionnel et qu'on n'a pas envie de revenir et de dire « bon bah voilà, pour une question de droit ou d'argent, ça sera pas possible ». Mais la pression n'est pas la même que quand on te dit « le film est terminé, il va être présenté à Cannes, on ne peut plus effacer à l'image, les VFX ne sont plus… » VFX, donc les effets spéciaux. D'accord. Les VFX se sont terminés, le générique est shooté. Il y a beaucoup de termes anglo-saxons, mais bon, c'est le générique est terminé. Ben dans ce cas-là, évidemment, la négociation, elle est beaucoup plus inconfortable. Donc c'est vraiment le plus en amont possible. Et nous, traditionnellement, on commence à intervenir sur un projet dès qu'il y a un premier scénario qui est disponible. Donc on a vraiment un premier rapport au projet qui est écrit. Donc c'est aussi apprendre au début à se projeter et à se dire dans quel type de séquence il va y avoir des enjeux juridiques. Parfois, c'est vraiment nommément écrit. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir surligner au stabilo parce que c'est écrit dans le script. Et puis, il y a des choses où on va savoir quand on a dans le scénario, elle rentre dans son appartement décoré avec goût. On a tout de suite une petite lampe qui s'allume, décorée avec goût. Il va y avoir des tas de choses pour nous. Voilà, okay. Il va y avoir, on sait qu'on aura des éléments. Donc on est d'abord sur le script. Il y a beaucoup d'échanges avec la production, avec les chefs de poste à ce stade-là. Et puis ensuite, quand on rentre dans la prépa, donc la prépa, ce sont les semaines préparatoires qui précèdent le tournage. D'accord. Donc en général, voilà, on a plusieurs semaines où toutes les équipes travaillent déjà pour construire les décors, pour valider beaucoup d'accessoires, etc. Et du premier jour de prépa au dernier jour de tournage, on va être vraiment non-stop en lien constant avec les équipes parce que il y a des loueurs spécialisés dans le cinéma auprès de qui ils vont louer beaucoup de matériel, de mobilier. Donc ils vont nous envoyer les éléments pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de droit. Ils peuvent aller dans une brocante et trouver des choses absolument incroyables et nous faire des demandes. Ça peut être aussi, voilà, j'ai une fête d'adolescents, j'ai énormément de costumes, de Batman, de Spider-Man. Voilà ce qu'ils font, ils boivent, ils font. Donc il y a toutes ces infos qui arrivent. Et puis ça peut être aussi,
on est en extérieur, on est en train de tourner, le temps est en train de changer, donc on va changer l'angle de caméra. Tout à coup, je vois la maison de la radio dans le champ, donc ça peut être aussi des choses très très instantanées. Oui. Et puis tous les accessoires, les livres, les magazines, beaucoup d'interfaces aussi. Dans les films et les séries contemporaines, on voit énormément de réseaux sociaux, d'interfaces. Donc ça peut être absolument tout. Et idéalement, il faut qu'on commence en amont. Mais ça reste une industrie qui vit, qui est très effervescente. Donc quand on a peut-être 150 personnes qui gravitent autour d'une caméra, on peut pas se dire on va tout régler 8 semaines avant quand la prépa démarre. Évidemment, il y a des imprévus, il y a des choses qu'on découvre. Tout le monde n'a pas les angoisses juridiques en tête. Donc parfois, on a un accessoiriste qui va dire « Ah là, mais quel dommage, ils ont complètement oublié d'accrocher ce tableau. » Hop, il le trouve dans le camion, il va l'accrocher. Et puis, on s'en rend compte dans les rushs du soir en disant « Mais enfin... » Est-ce qu'il sort celui-là, oui, oui, tableau, c'est ça. D'accord. Donc après, c'est aussi des métiers, et c'est ça qui est passionnant, c'est que ce sont des métiers dans lesquels on est en lien avec des gens qui sont extraordinairement doués dans leur poste, et c'est ce qu'on leur demande, mais qui n'ont pas forcément, nous, toutes les questions juridiques en tête. Donc on peut, souvent, il y a pas l'intention de mal faire, il y a juste parfois certaines idées reçues, certaines connaissances qu'il n'y a pas. Mais autant on est capable de nous rédiger des clauses et de les voir, autant habiller une salle blanche en studio pour donner l'impression que une personne y habite depuis 35 ans, moi je suis incapable de le faire. Donc ça reste intéressant d'avoir chacun ses spécialités. Et est-ce que justement c'est récent cette clearance, est-ce que sur les tournages il y a 60 ans ça existait justement cette notion de bien vérifier qu'on a l'autorisation d'utiliser tel tableau, tel canapé, telle musique? C'est très récent. C'est très récent. Donc moi la société je l'ai créée il y a 15 ans. D'accord. Et en 10 ans, mettons, on a vu une transformation, une métamorphose absolue. C'est très récent en France et plus généralement en Europe. Ce qui est intéressant, c'est que dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment un métier qui est beaucoup plus établi, beaucoup plus connu. Dans tous les studios américains, chez Universal, Sony Pictures, etc., c'est vraiment un département à part entière. C'est un poste. Il y a le marketing, le développement, le légal, souvent la clearance qui est pas toujours qui est parfois dans le légal mais pas toujours. D'accord. Mais il y a vraiment un coordinateur de clearance. C'est un métier qui est beaucoup plus connu dans les pays anglo-saxons. On sait que dans les schémas, dans les manières de procéder, souvent à quelques années de décalage, les process se calquent sur la France et sur l'Europe. Donc il y a eu un vrai besoin quand on a créé la société. Mais c'était encore assez peu connu, et même pour des gens du tournage en eux-mêmes. Donc il y avait à la fois le côté absolument génial de se dire comment on va le faire à la française, c'est-à-dire on va pas calquer ce qui se passe à Hollywood, ça n'aurait pas de sens, on n'a pas du tout le même rapport au droit, au risque juridique que des Américains ou que des Anglo-Saxons en général. Mais il y avait aussi ce côté difficile d'aller dire à un directeur de production qui est sur des tournages depuis avant ma naissance, maintenant voilà comment il va falloir faire. C'est vrai que il y avait un côté, je tournais déjà avec Jack Nicholson, t'étais pas né, donc non, je vais laisser ça comme ça. Et oui. Et puis en plus c'est des personnalités qui sont aussi absolument super, mais qui c'est des gens de terrain, et parfois ça peut être difficile de dire les choses évoluent et voilà comment ce à quoi il faut faire attention aujourd'hui. Donc on a eu d'abord une arrivée progressive de tous ces enjeux qui a été liée à beaucoup de choses. La première chose, c'est que les artistes se sont mis à beaucoup plus être regardant sur leurs droits. C'est pas du tout péjoratif, hein. C'est juste que tout à coup on a plus la connaissance, on se rend mieux compte des droits qu'on détient sur ses œuvres, sur son travail. Et puis la distribution internationale, c'est ce que j'allais te demander, a été beaucoup plus forte. C'est ça pour le coup. Nous à l'époque, les sorties franco-françaises étaient un peu moins angoissées des questions juridiques. Dès qu'il était question d'achat international, de vente internationale, tout de suite le sujet se posait. Et avec l'arrivée et l'hégémonie aujourd'hui des plateformes et des exploitations internationales, bien évidemment, il y a des risques juridiques qu'il est plus possible de prendre. Parce que justement, j'ai une question. Là, tu expliquais l'exemple de ce décorateur qui trouve le tableau dans un camion, qui dit tiens, on a oublié ce tableau, c'est sympa, je vais l'accrocher. Tu le découvres, ton équipe, du coup, lors d'un rush le soir. Comment ça se passe si finalement c'était un tableau où vous n'avez pas droit de l'utiliser? Qu'est-ce qui se passe?
Et qu'on ne peut pas retourner la scène, évidemment. Oui, parce que c'est une scène évidemment clé avec complètement les héros du film. On n'a pas le choix, on peut pas couper ce tableau. Enfin, qu'est-ce qui se passe? La première étape, c'est de se dire, bon, il y a eu un couac, il y a eu un raté, on va obtenir les droits a posteriori. On va récupérer la situation. Si on a eu un montant qui était trop important, on va essayer évidemment de le négocier, d'expliquer. Si on a eu un refus qui est vraiment la configuration la plus compliquée, la première étape, c'est de se rappeler qu'on est des humains qui parlons, j'espère que en tout cas, parlant avec d'autres humains. Et le fait d'expliquer et de dire simplement, voilà ce qui s'est passé, voilà comment les choses se sont, voilà comment les choses se sont déroulées. Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut vous montrer la séquence? Parce que de temps en temps, il faut savoir que on parle d'un tableau, d'une œuvre qui paraît énorme quand la personne de l'équipe vous dit on en a absolument besoin, ça raconte quelque chose sur un personnage, sur la séquence. Mais il faut se rendre compte que quand même les séquences sont très très focalisées sur les personnages, sur les émotions, sur les visages. On n'a pas toujours un plan fixe de 4 secondes sur un élément. Et ça, l'artiste ou les ayants droit ont parfois l'impression quand on leur demande que l'utilisation va être beaucoup plus importante que ce qui va en être réellement quand la séquence n'est pas coupée. Parce qu'il faut quand même avoir le moral bien accroché. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a obtenus qui effectivement ne se verront jamais avec un plan. Donc souvent le fait de dire voilà les rushs qu'on a tournés, ça peut aussi donner une idée beaucoup plus réelle à la personne avec qui on était en lien, de la manière dont c'est visible. Donc on va d'abord essayer de rattraper les choses, d'expliquer ce qui s'est passé. Quand vraiment le refus ou le montant des droits est pas du tout envisageable, il y a beaucoup d'étapes qui vont nous permettre de pouvoir retirer, effacer, même si c'est vraiment à chaque fois la mort dans l'âme et un crève-cœur, c'est terrible. Donc ça peut être parfois en recadrant un petit peu l'image, parfois parce qu'il y a énormément de prises qui sont super et le montage va se dire à choisir, on va en prendre une sur laquelle l'élément n'est pas visible. Et puis ensuite, en post-production, donc c'est toutes les étapes techniques qui arrivent après le tournage, on va pouvoir, de manière assez magique, faire disparaître des choses. On est dans une chambre assez sombre. En fait, à l'étalonnage, en ajoutant un tout petit peu d'ombre en plus dans un coin de la chambre, on va pouvoir avoir un tableau qui disparaît dans l'ombre entièrement. Ça va être aussi... alors le floutage, en général, sur des œuvres, c'est compliqué, mais il peut y avoir un petit peu de mouvement artistique qui fait disparaître aussi un élément. Et puis vraiment, si on en arrive là, il y a l'effacement VFX qui parfois coûte vraiment rien par rapport au montant des droits. Donc il y a aussi ça qui est intéressant, c'est le fait de mettre en balance un montant des droits. Donc imaginons, on m'a annoncé 3 000 €, j'ai eu l'accord, je suis ravie. Ces 3 000 €, c'est absolument inenvisageable pour le budget déco. Ça va être intéressant de se dire... si l'effacement, c'est une journée, un graphiste qui va pouvoir faire l'effacement, c'est 300 € à prévoir. Évidemment, la question ne se pose pas. Maintenant, s'il y a beaucoup de personnages qui passent devant ce tableau, par exemple, les cheveux, c'est très compliqué à détourer pour la post-production et que le devis est à 2 500 €, il va peut-être y avoir un côté, en avant, payons les droits. Mais c'est vrai que il reste beaucoup de portes qui sont entrouvertes. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que déjà, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas ce métier de la clearance, et notamment qu'il y a des juristes spécialisés, en tout cas vraiment spécifiquement sur ce genre de sujet, et aussi que ça me fait vraiment penser à ce que disent beaucoup de juristes dans des entreprises plus classiques, c'est-à-dire un juriste d'un service juridique dans un groupe du CAC 40, lui aussi il préfère quand on le questionne en amont pour vraiment avoir la main sur les sujets en amont. Et évidemment, je pense que ça parlera à beaucoup de juristes qui nous écoutent, ils sont aussi parfois appelés en pompier, ou juste le mal entre guillemets, ou la chose déjà faite pour le coup, et il faut trouver une solution quoi qu'il advienne. Et ça, même dans le domaine artistique et même dans ton domaine, toi Myriam, c'est le cas en fait. Absolument. Donc ça s'apparente vraiment en fait à un travail de juriste dans une société classique, mais adapté. C'est tout à fait ça. Et le fait de justement de pouvoir être force de proposition et de faire partie de la réflexion sur, par exemple, les idées de remplacement, c'est extrêmement valorisant. Et puis ça permet de sortir vraiment de son rôle juridique pur. Et on a énormément de cas pour lesquels, on nous demande. Alors, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de refus. On a quand même un taux d'accord et d'autorisation qui est extrêmement élevé, mais sur les éléments qui tiennent à cœur des équipes et sur lesquels on a des refus, on a aussi la possibilité de dire ce vinyle, évidemment, on comprend tout à fait ce qu'il racontait et l'importance qu'il avait, cette pochette de vinyle.
Il se trouve que l'année dernière, sur un projet, on a eu des demandes qui nous ont fait contacter une photographe qui est absolument génialissime, qui avait donné des droits pour, qui avait autorisé ses droits, qui était très ouverte, qui a fait beaucoup de pochettes d'albums de cette même époque, du même style musical, du même genre de groupe. Est-ce que ça vaut le coup qu'on vous envoie des propositions de visuels qu'elle a pu faire, sur lesquels elle a pu travailler? Ça veut pas dire que c'est autorisé clé en main. Ça veut juste dire que l'horloge tourne, que le tournage approche, que toutes les validations, quelqu'un de la décoration fait une proposition au chef déco qui va le valider, qui va le montrer au réalisateur. Enfin, il y a tout un process. Si on montre des choses qui d'emblée sont plus compliquées que d'autres à avoir, c'est beaucoup de temps perdu pour tout le monde. Donc le fait de dire il n'y a pas de confirmation, mais on sait que sur ces propositions, il y a plus de chances que ça fonctionne. Ça marche aussi très bien. Et je trouve, en tout cas avec mes amis, collègues, juristes avec qui je parle beaucoup, c'est très similaire dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette envie de pas juste dire on peut pas, ou voilà ce que dit le droit. C'est vraiment le fait de faire partie de la stratégie, enfin la direction juridique, c'est vraiment une stratégie à part entière au niveau de l'évaluation du risque, de la prise de risque, au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire quand même, mais le faire plus intelligemment. Encore une fois, sans jugement de valeur, mais le faire en tout cas légalement intelligemment. C'est-à-dire, si on fait ça, tout le monde va comprendre de quoi on parle, mais légalement, on est inattaquable. Donc il y a aussi cet aspect qui est intéressant. Alors c'est pas toujours de notre ressort, il y a beaucoup de cabinets d'avocats avec lesquels on travaille, parce que l'exercice du droit étant très réglementé, on fait vraiment attention à ce que chacun soit bien à sa place. Mais ces points, je les retrouve vraiment au sein des directions juridiques qui sont dans des secteurs peut-être plus traditionnels ou. Ok. Et ce que tu dis aussi, c'est que en fait c'est d'autant plus important que là, on est sur une distribution des films à beaucoup plus grande échelle aujourd'hui qu'il y a quelques dizaines d'années, forcément. Et donc, ces questions de droit peuvent avoir une vraie implication sur la distribution du film par la suite. C'est-à-dire que si on oublie quelque chose d'extrêmement important, de vérifier qu'on a les droits pour tel ou tel objet, ça peut avoir des incidences sur la distribution du film après. Absolument. Ça, alors pour que ça ait une incidence sur la distribution, il faut qu'on soit vraiment sur des éléments qui sont, il faut que ce soit central, il faut que ce soit des éléments importants. Mais comme toute utilisation non autorisée, c'est constitutif d'une contrefaçon, on est quand même sur une qualification juridique qui est importante et qui peut être une entrave effectivement à la distribution. C'est drôle parce que quand on a démarré en tout cas l'activité, j'avais parfois le discours, et que je comprends totalement et que je respecte, de certains producteurs qui avaient un peu un rapport mais en fait j'ai pas peur du procès. Quelqu'un veut m'attaquer parce que j'utilise, mais je les attends. Ça fera de la pub. Il y avait quelque chose d'un peu non, là c'est accessoire, j'irai pas obtenir les droits de ça parce que je n'ai pas à le faire. Et il y avait des certitudes beaucoup plus faciles à tenir entre guillemets. Il y avait un côté très bien, si il y a une revendication, on en parlera en direct avec l'auteur. Aujourd'hui, c'est plus tant ce risque juridique direct qu'on souhaite éviter quand on fait appel à une société comme la nôtre, c'est plus, je veux pas qu'à un moment donné, mon film, mon œuvre, ma série puisse avoir une vie commerciale ou artistique entravée à cause d'un problème aussi anodin artistiquement qu'un problème de droit. Et c'est vrai que ne pas avoir un contrat pour un tableau qui nous semble, qui semblait pas forcément important aux yeux d'un producteur, c'est une chose. Mais avoir un distributeur international qui vous dit « Est-ce que vous avez bien ce contrat ?» « Non, je ne l'ai pas. » Alors nous, ça va bloquer. Ou alors, on va l'exclure de l'assurance du film. D'accord. Ce qui, économiquement, commercialement, est très, très, très compliqué à assumer en termes de risque. Là, tout à coup, ça constitue une épée de Damoclès juridique qui pèse sur les épaules des producteurs de manière beaucoup plus importante. On essaye malgré tout de ne pas rentrer dans cette psychose de tout clearer, parce qu'il faut pas oublier qu'en droit, on a toujours deux droits antagonistes qui s'affrontent, et on a quand même, nous, face à nous, la liberté d'expression. Et l'idée, c'est pas de gommer tout le message. Il y a quand même des messages très engagés, très artistiques. Il y a des choses qu'on souhaite montrer, qu'on souhaite dire, et l'idée, c'est pas du tout de gommer ça. C'est juste de faire les choses intelligemment pour protéger au mieux l'œuvre audiovisuelle. Mais c'est vrai qu'on a certaines dérives, peut-être. Le mot est un peu fort, mais on a une façon de peut-être un peu trop faire qui peut
venir d'outre-Atlantique et qui peut parfois caractériser certaines entités. Et on essaye aussi de pas trop se laisser gagner par le côté vous savez quoi, on va tout enlever ou on va absolument tout clearer, comme ça on sera tranquille, parce que ça on se rend compte que ça constitue aujourd'hui une vraie souffrance sur les tournages. Et quand on en parle, souvent moi il y a des gens à bout qui nous disent mais en fait j'en peux plus, moi j'ai envie de continuer à faire mon métier comme avant, c'est-à-dire que j'ai envie juste de me dire cette chaise elle est fantastique, c'est cette chaise que je veux dans ce salon, et ne pas commencer à m'angoisser avec les histoires de droit. Donc c'est un petit peu c'est un peu délicat de trouver le bon équilibre, de je sais, c'est une expression qui est géniale mais qui est abominable, que quelqu'un m'a dite, mais qui montre un peu cette souffrance, c'est je sais plus bien si vous êtes le virus ou le vaccin, et en fait de dire on est aucun des deux, on est juste l'équipe qui va prendre sur ses épaules tout ce qui pèse sur les vôtres, et on va s'occuper de tout pour le faire le plus rapidement, le plus de la manière la plus transparente possible. Ok. Et du coup, est-ce que comme tu nous dis nous, alors je sens que tu n'es pas toute seule, et est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton équipe, et puis aussi comment tu t'es retrouvée à créer en fait cette société, parce que je t'ai enlevé de l'explication de ton parcours pour justement que tu nous expliques la clairance, et puis on voit que t'es passionnée. Donc, je parle 2 heures. Désolée, je vais. Non, ne sois pas désolée. Mais comment les passionnant. Choses, se sont. Oui, déjà, vous êtes combien maintenant? On est 15 aujourd'hui. 15, d'accord. On est 15 à faire ce que tu fais, ce que tu nous as décrit. Exactement. 11 juristes et 4 documentalistes qui font de la recherche iconographique pour les extraits, matchs de football, dessins animés. Enfin, il y a toujours des extraits audiovisuels. Et toi, avant de créer cette société, t'as commencé donc juriste dans une société de production. Donc, voilà. Et alors, comment, en tant que juriste production, tu te retrouves à créer une société dédiée à ça, qui est quand même bien particulier et pas très répandu, si j'ai bien compris, il y a 15 ans. Exactement. Donc j'ai passé 1 an chez Légende. D'accord. Les choses faisaient que c'était malheureusement pas possible de pouvoir rester. On est tous restés en excellents termes, et j'ai eu une autre expérience professionnelle entre-temps qui a conforté le fait que vraiment le cinéma me manquait beaucoup. Tout était très intéressant, mais j'avais parlé à mon ancien maître de stage, puis N+1, ça se dit comme ça, de l'époque, du fait que je voulais vraiment revenir dans le cinéma. Il m'a dit écoute, c'est incroyable, je viens de parler à quelqu'un qui s'appelle Abraham Goldblatt, dont tu te souviens peut-être, et effectivement c'est un personnage qu'on n'oublie pas. Donc chez Légende, je me souviens très très bien qu'il était très souvent dans les locaux. C'était et c'est toujours un directeur de post-production. Il s'occupait notamment, et il s'occupe toujours, de tous les films Légende et de énormément de films et séries. Et il m'a dit, voilà, c'est drôle parce qu'on a eu cette discussion il y a quelques jours, et il me dit, lui, avec ses yeux de directeur de post-production, comment c'est possible que quand on arrive à mon stade, à mon niveau, donc tout le monde a bien dépassé ses budgets, tout le monde a bien dépensé, et moi, dans mon budget, pourquoi j'ai des lignes d'effacement sur tous les projets? Pourquoi est-ce que je dois effacer des tableaux? Pourquoi est-ce que je dois faire revenir les comédiens pour réenregistrer des phrases parce qu'on a cité le nom d'un personnage? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de le faire avant? Et il s'est remémoré un projet, donc à l'époque où j'étais chez Légende, qu'on avait fait en coproduction, je pense. Je ne crois pas me tromper, mais en tout cas qu'on avait fait avec la Fox, donc des Américains. Et où il se rappelle qu'il y avait une équipe dédiée qui s'était occupé de tout ça en amont. Et c'est parti en fait d'un constat très technique de quelqu'un qui n'avait, parce que maintenant je lui parle autant que je vous parle, qui n'avait aucune connaissance juridique, mais qui a dit il manque un métier, c'est pas possible que moi je récupère ça en post-production. Et du coup Alexandre lui a dit parlez-vous, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc l'idée vient d'Abraham, qui est aujourd'hui qui est toujours gérant de la société, qui est mon associé avec qui on l'a créé. Et il m'a dit je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je crois, avec mon expérience, ça faisait 15 ans, lui, qu'il était déjà vraiment en plein dans le secteur. Il m'a dit, je crois qu'il manque un métier. Peut-être qu'on va se planter, mais essayons de créer quelque chose. Et au début, j'ai été sur des tournages, j'ai posé des questions à chaque... Un audit, entre guillemets. Un audit, voilà. Exactement. Une feuille blanche, un bic bleu, et comment on va créer les choses. Donc c'est vraiment lui qui m'a dit, je vais créer une société. J'aimerais que tu la diriges, que tu en prennes la tête, et que tu crées tout du début à la fin. C'est peut-être une idée qui marchera pas, et en réalité c'était très visionnaire. Ça a marché. Ça a fonctionné. Vous êtes 15 aujourd'hui. Ça a marché parce que je suis épuisée. Mais passionnée, j'ai l'impression quand même. Oui. J'aime bien. Et justement, donc là, tu as parlé d'association. Vous êtes deux à avoir créé cette société-là, à avoir monté
toute une équipe dédiée à ça. Justement, comme tu l'as vu, le titre de ce podcast s'appelle Voix d'entrepreneur du droit. Et j'aime bien poser cette question, justement. Est-ce que tu te sens entrepreneuse, toi ? Et selon toi, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, justement ? C'est vraiment intéressant parce que c'est un questionnement que j'ai très souvent, en sachant qu'il y a souvent le réflexe de personnes de me dire c'est vraiment génial ce que tu as créé, c'est ta boîte, c'est incroyable. Et la réponse est vraiment oui et non. Quelque part, évidemment que je me sens entrepreneur ou entrepreneuse, c'est officiellement le... Parce que j'ai créé un métier, parce que je suis partie d'une page blanche, que j'ai créé une société, que je lui ai donné une personnalité, que je lui ai insufflé des process, que j'ai monté une équipe. Enfin, j'ai commencé toute seule. J'ai pu dire assez tard finalement, et aujourd'hui on est toute une équipe, donc c'est sûr. Pendant combien de temps t'as été toute seule à faire ça, justement ? J'ai dû être toute seule pendant 3 ou 4 ans. D'accord. Mais accompagnée de stagiaires dans un premier temps, et petit à petit qui sont venus rejoindre l'équipe. Donc il y a vraiment ce côté où je vais pas totalement enlever ce que j'ai créé. C'est sûr que j'ai été parler de ce que je fais, j'ai voyagé, j'étais dans des salons, j'ai géré la partie marketing, pédagogie. Il y a eu vraiment ce côté entrepreneurial qui a été extrêmement intéressant et que je peux pas entièrement gommer. Mais en toute transparence, je me sens pas du tout la légitimité de parler de démarche entrepreneuriale parce que j'ai toujours été épargnée, entre guillemets, d'une certaine partie de la création d'entreprise et de la création qui finalement était gérée par Abraham, qui était toutes les démarches auprès des banques, le dépôt des statuts, la partie très administrative notamment. J'étais très protégée par ça parce que j'ai été embauchée en CDI très rapidement. Donc j'ai pu me concentrer à 100% sur tout ce qui était opérationnel et tout ce qui concernait l'entreprise en elle-même. Donc je suis consciente que c'est une chance incroyable parce que les nuits blanches, parce que les papiers, parce que les déclarations, parce que toute cette partie, elle m'a été complètement épargnée. Donc je me sens pas 100% légitime à dire oui, j'ai créé une boîte et il y a quand même beaucoup de choses très compliquées et qui constituent aussi beaucoup de barrières et beaucoup de difficultés qui m'ont été épargnées grâce à cette configuration. Je crée une société, je te donne toute ma confiance, toutes les clés, toutes les rênes, et on est devenus associés par la suite. D'accord. Donc selon toi, être entrepreneur, c'est forcément créer une société? Alors pas forcément. J'ai l'impression, en fait, c'est drôle parce que je vais un peu me calquer sur la définition du droit d'auteur pour qualifier un artiste ou un d'auteur de son œuvre. Il faut qu'on puisse voir sa personnalité au travers de sa création pour qu'elle soit originale. Et j'ai l'impression que pour être entrepreneur et pour entreprendre, il y a quelque chose de l'ordre de insuffler qui on est, insuffler sa personnalité. Quand on crée quelque chose, on a le loisir de le façonner à son image. Et je trouve que c'est ce qui rend la démarche entrepreneuriale. Quand on est aussi brillant soit-on à un poste dans lequel finalement les choses ne laissent pas cette liberté de créer, d'insuffler sa personnalité, il y a peut-être moins le côté entrepreneurial et c'est ce qui le définit. Donc on peut tout à fait ne pas créer une société, prendre la tête d'un service juridique, en faire ce qu'il est, le marquer de son empreinte et avoir cet aspect entrepreneurial. Donc on n'est pas du tout uniquement sur de la création d'entreprise. D'accord. Tu as créé autre chose aussi, du coup, qui s'appelle le Legal Corner. Est-ce que tu peux juste nous en parler rapidement du coup? Je savais que le pire enjeu, ça serait de me faire taire. Je suis désolée, je suis vraiment très bavarde. Pas du tout bien. Mais oui, le Legal Corner, je l'ai créé pour le coup il y a 1 an et demi. C'est une idée qui a germé dans le secteur audiovisuel. Il y a beaucoup de festivals, beaucoup d'événements, et on s'est rendu compte, j'aime bien dire on quand même, mais on s'est rendu compte, ou au début je me suis rendu compte, qu'il y avait assez peu de choses pour nous les juristes, nous les services juridiques, les avocats, alors que vraiment c'est le socle de tous les démarrages de projets, de négociations. Et finalement, je voyais toujours les mêmes gens que j'adore et que j'adore retrouver, mais il y avait peu d'occasions de parler d'enjeux juridiques, de parler de droit, de pouvoir se voir aussi dans des conditions un peu festives, un peu détendues. Et on est dans un secteur qui est très festif. Dans ton domaine, toujours de visuel, cinéma. Oui, exactement. Okay. Et je me suis dit, en réalité, il manque un événement, il manque un festival audiovisuel, mais qui est dédié aux questions juridiques et aux enjeux. On sait que le légal, les réglementations, les polices d'assurance, les contrats, etc., c'est une part qui est très, très, très importante dans la vie des productions et des producteurs et des équipes de tournage. Donc je me suis dit, créons un festival un peu sympa, parce qu'un festival du légal, je me doutais que ça allait pas forcément faire chavirer les cœurs, mais créons un festival très très sympa, très intéressant, très ciblé,
qui va permettre de pouvoir parler de tous ces sujets brûlants d'intelligence artificielle, de réglementation, de parité, de harcèlement sur les tournages, vraiment des thèmes très très variés, de composition musicale, de différence entre notre système français et le système anglo-saxon, pourquoi est-ce que il y a des angles sur lesquels ça bloque, et en même temps, faisons la fête, écoutons des concerts, allons voir des expos et mettons des visages sur les personnes qu'on côtoie tellement. La première édition, elle a eu lieu donc en novembre de l'année dernière et ça a dépassé nos espérances. On était vraiment très contents. Là, je dis on parce que je l'ai co-organisé pour le coup et avec Benjamin donc qui m'accompagne dans l'aventure Legal Corner et avec mon équipe. Et ça a été fantastique. Ça a été exactement comme ce qu'on avait en tête. Et on a vu des gens se tomber dans les bras en disant ça fait 10 ans qu'on se parle quasiment quotidiennement et on ne s'était jamais vu. Donc c'est un mélange entre technique juridique, on parle de sujets passionnants, vraiment des choses, enfin ça change tous les jours. On n'est pas très âgé, on n'est pas très vieille, et pourtant les technologies dont on parlait en master, mais elles sont tellement loin. Enfin il y a des technologies qui nous dépassent. Surtout en ce moment. Enfin voilà, faut suivre donc ces sujets-là qui sont abordés. Voilà, et c'était à la fois très technique, très pratique. Pas de théorie, c'était vraiment très terrain. Enfin, si, il y avait de la théorie intéressante, mais c'était très axé terrain et en même temps très convivial et avec l'humain au centre de ça. Donc voilà, là pour le coup, c'est une création et on est en train de travailler sur l'édition numéro 2. Ok. Évidemment, nous vous mettrons le lien dans le descriptif du podcast. Voilà. Et donc ça s'adresse vraiment à tous les juristes qui évoluent dans le domaine audiovisuel. Voilà. Donc les personnes peuvent s'inscrire pour y participer. Exactement. Et juristes, mais pas que, parce qu'on l'a vraiment pensé pour tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au costume, et on en a eu l'année dernière, peut trouver des réponses des coordinateurs de production. Voilà, c'est vraiment c'est pas pour les juristes par les juristes. C'est vraiment de cœur pour les juristes, mais c'est à destination de toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont impactées par des réglementations ou des questions légales dans leur métier audiovisuel. Ok, et ça a lieu donc une fois par an, maintenant. Absolument. À Metz. C'est ça, ok. à Metz. Inscrivez-vous, voilà. Je vous y invite. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, Myriam ? Dans ma manière de diriger mes équipes, je pense que j'ai pris beaucoup des gens qui m'ont eux-mêmes dirigé. Et dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment la chance de tomber sur des personnes qui avaient un management très, très positif, très bienveillant, qui vraiment m'ont super accompagnée. J'ai eu aussi dans mes différents stages des contre-exemples. Mais, parfois je me demande si c'est pas ces contre-exemples dont je m'inspire le plus pour me dire surtout, non, souviens-toi ce que ça fait. Quand on dit ce genre de choses, quand on propose ce mode de communication. Donc j'ai une manière, je crois, assez intuitive. Il y a sûrement un peu de tout ce que j'ai appris en école de commerce, sûrement un peu de ce que je suis. Mais mes inspirations, je me rends compte que c'est tout ce que j'ai adoré qu'on me dise, tout ce que j'ai adoré qu'on me fasse ressentir, penser, et un mélange aussi de tout ce que je me suis dit ne jamais faire, ne jamais dire ça ou c'est pas une bonne stratégie. Donc je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Et est-ce que tu as eu un mentor, ou est-ce que tu as encore un mentor qui t'accompagne? Alors t'as cité quelques noms, donc oui, j'ai tout à l'heure dans mes 4h30 de présentation. Non, pas du tout. Le terme mentor, en fait, il y a eu des personnages importants qui ont joué un rôle. J'ai parlé de Cédric Manara tout à l'heure. C'est vrai que j'ai énormément de gratitude vis-à-vis de Christophe Caron également, parce que tous les directeurs de master ne donnent pas leur chance à des personnes qui n'ont pas fait du droit avant. Et puis il y a quand même un rôle clé, donc Alexandre qui était mon directeur juridique chez Légende. Ce moment où il s'est dit c'est la personne qu'il te faut, parce qu'on faisait ça chez Légende et ça se passait très bien, a aussi eu un rôle clé. Donc que ce soit au moment des études et de la formation ou dans la vie professionnelle, j'ai l'impression qu'il y a toutes ces personnes emblématiques qui ont permis de faire que les choses se passent. Évidemment, le dernier maillon de la chaîne, Abraham, qui est la personne. On peut pas imaginer avoir un associé plus bienveillant, qui accorde toute sa confiance, qui a jamais remis en cause la moindre de mes idées. Et encore, le Legal Corner, ma dernière idée un peu folle. N'importe qui m'aurait dit, écoute, t'arrives pas à boucler tes journées, c'est déjà compliqué d'avoir des nuits complètes. C'est une bonne idée, mais retourne, va dormir, quoi. Et c'est super. Voilà, je sais pas si le mot mentor s'applique, mais d'avoir des personnes inspirantes en tout cas. Oui, qui t'ont exactement, accompagné, très inspirantes et très bienveillantes pour permettre d'avoir une liberté totale.
Ok. Et alors, je sais pas si ma question a vraiment un intérêt, mais je la pose quand même parce que t'es tellement passionnée que je sais pas si j'ai une réponse. Mais est-ce qu'il y a un autre métier que t'aurais aimé faire? Alors, c'est vrai que tu nous as dit que t'aurais voulu être artiste. Pour le coup, aujourd'hui, Oui. t'es passionnée de la clience. Est-ce qu'il y a un autre métier qui t'aurait passionné ou qui te passionne? Il y a un autre métier, mais vraiment, mais je le fais un peu. Je suis folle de papeterie. Les cahiers, donc évidemment, je me charge des fournitures au bureau. On a une petite armoire et c'est un peu fou, mais c'est vrai que la rentrée, ça a toujours été la folie pour moi d'avoir des nouveaux stylos, des nouveaux cahiers, une petite trousse. Et avec le temps, je me rends compte que j'ai gardé ce truc. C'est-à-dire que je peux pas ne pas acheter un milliard de cahiers, de petites trousses tout le temps. Et quelqu'un un jour m'a fait la réflexion, mais en fait, c'est Papetière que t'aurais dû être. Et je me suis rendu compte que j'avais créé une petite papeterie au bureau, en fait, que j'avais vraiment dès qu'il y a un tube de colle. Donc je pense que c'est un peu mon truc. Et quelque part, je m'imagine bien, si j'avais pas fait ça, avoir ma petite boutique toute mignonne. De papeterie avec des beaux cahiers, des beaux stylos et des beaux carnets. J'ai l'impression que c'est un peu ma vocation cachée, mais j'ai un peu recréé cette petite papeterie dans l'enceinte de Fairplay. Bon, et tant mieux, du coup, pour le plaisir aussi de tes collaborateurs. Exactement. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à un juriste qui débute? Est-ce que tu t'imaginais, toi, faire tout ça quand t'as débuté? Sans doute pas. Non, pas du tout, loin de là. Et est-ce que tu as un conseil que tu pourrais leur donner ou que tu aurais aimé qu'on te donne à l'époque? Je me rends compte que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent, qui traversent la vie du service et je me rends compte qu'il y a souvent 2 conseils que j'ai tendance à donner et qui servent beaucoup. Peut-être que ça s'applique qu'à nous parce qu'on a un secteur un peu particulier avec ces codes. Mais le premier conseil que j'aime donner, c'est surtout parler aux gens en français, pas en juridique. Et quand on sort des études juridiques, on a des formulations, on a des manières de parler. On ne se rend même plus compte en fait que des gens qui n'ont pas fait de droit, c'est pas des mots de la langue courante, c'est pas des mots qu'on emploie. Donc de temps en temps, je leur dis, imaginez que le problème juridique qu'on vient de rencontrer, vous l'expliquez à votre cousine, vous l'expliquez à vos parents, vous l'expliquez à des gens qui n'ont jamais fait de droit. Et on se rend compte qu'en réalité, c'est pas du tout pareil de parler aux autres services, même d'une entreprise, d'un cabinet, avec des termes du langage courant, qu'en parler avec des termes juridiques. Aller dire, voilà, on a un problème parce qu'on a un auteur qui a des droits sur son œuvre et il n'est pas d'accord pour donner l'autorisation, c'est pas pareil que de dire l'antériorité de création fait que cet auteur qui détient on n'est pas du tout dans le même rapport. Donc souvent, j'essaye d'un tout petit peu casser les formulations trop attendues parce que je sais que ça crispe les gens et qu'on s'enferme en faisant ça parfois dans l'image un peu du ou de la juriste que les gens peuvent avoir. Donc mon premier conseil, c'est on parle aux gens comme si on parlait à nos proches quelque part pour être plus clair. Et le deuxième, et ça c'est mon clin d'œil parce que parfois le profil école de commerce, il y a un petit côté on est dans une comédie, il y a un personnage un peu cliché et il y a une phrase qu'on m'a appris à ce moment-là. Quand on l'a dit, elle paraît un peu genre oh ben oui non mais faut avoir un petit slogan école de commerce, mais en réalité, elle m'a toujours accompagnée et servi. C'est vraiment savoir faire et faire savoir. Et je dirais même après avoir passé ces années que c'est savoir. Ça c'est ce qu'on a en sortant de l'école. Savoir faire, c'est déjà pas si évident de l'appliquer au quotidien. Et en fait, faire savoir, c'est souvent ce qu'on fait pas parce qu'on est jeune, parce qu'on débute, parce qu'on est humble et parce qu'on se dit oui, bon, bah ça va, je vais pas aller, on va pas passer notre temps à dire ce qu'on a fait, etc. Mais on travaille sur des métiers qui eux-mêmes peuvent être assez invisibles. Et en fait, on soulève des montagnes dans les directions juridiques. On sauve des projets, vraiment, il y a des choses extraordinaires qui se passent derrière les murs d'un service juridique. Et sans faire savoir, je trouve qu'on passe un peu à côté de ça. Donc je pense que le conseil le plus important, qui est un peu cliché, des fois ça me fait sourire parce que ça fait un peu slogan marketing, mais vraiment savoir faire et faire savoir, je trouve que ça reste très important et pas évident quand on démarre. Oui, on n'ose pas et pourtant on devrait un petit peu plus. Ok. Merci pour ce bon conseil. Est-ce que tu as un dernier mot, Myriam? Ou plusieurs derniers mots? Oui. Est-ce que si je dis non, c'est crédible après tous les mots que j'ai débutés? Après ce qu'on s'est dit, enfin, je me dis juste que quelque part, j'espère que les personnes qui ont pu avoir assisté ou entendre cet échange verront un peu les décors différemment. Parce que l'idée, c'est pas de se dire ah non mais au secours, je pourrais plus jamais regarder une série Netflix tranquille sans regarder ce qu'il y a autour. Mais en réalité, ça permet de voir. Et le travail extraordinaire des décors, souvent, on le voit pas quand on est pris dans l'action.
Et le fait de penser à ça, bon déjà ça va vous passer très vite et ce sera pas, mais le fait de voir ça, c'est tout à coup, c'est marrant. Il y a ce livre dans la bibliothèque. Ah bah oui, c'est drôle parce que le personnage, etc. Et je trouve que, donc voilà, peut-être que le dernier mot c'est regardez aussi tout ce qu'il y a autour parce qu'on a, voilà, il n'y a pas que les personnages, même s'ils sont fantastiques dans les œuvres audiovisuelles. Et je te confirme que c'est vrai que moi j'ai découvert la Clearance grâce à toi, du coup il y a quelques semaines, grâce à ma collaboratrice Noémie qui nous a mis en relation. Et c'est vrai que tu m'avais dit tu verras, tu regarderas les films ou les séries d'un autre œil. Il est vrai que ça m'a quand même pas mal interrogée. Alors j'ai regardé, même tu m'avais parlé, tu vois, de tout ce qui est les tons plus clairs, les ambiances, etc. Qu'on crée grâce à ça. Et j'ai remarqué grâce à toi justement ça en regardant les séries, mais j'avoue qu'assez rapidement, voilà, j'ai arrêté de regarder chaque détail pour le coup. Et voilà, donc rassurez-vous qui nous écoutez, vous n'allez pas non plus être j'ai pas tout gâché. Non, en mode oulala, je regarde que le décor maintenant. Est-ce qu'ils ont eu les droits? Est-ce que c'est bien dans les règles? Donc rassurez-vous, ça passera au bout de quelques temps. Voilà, mais en tout cas c'était passionnant, Myriam. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci à toi vraiment. Je suis sûre que tous ceux qui vont nous écouter et vont t'écouter surtout, voilà, ont découvert et vont approfondir un sujet qu'ils connaissaient peut-être, mais en tout cas c'est assez méconnu. Donc merci d'avoir pris le temps de le faire. C'était vraiment passionnant. Et merci pour ton enthousiasme. Toujours un plaisir, voilà, d'avoir des invités comme toi aussi enthousiastes. Donc merci beaucoup. Est-ce que ce premier podcast s'est bien passé? Est-ce que c'était ton premier? Oui, vraiment super, très très agréable et j'espère que tout ce que je voulais transmettre a été transmis. Et puis j'ai quand même raté mon défi de parler moins. C'était très bien, rassure-toi. Un grand merci en tout cas Myriam pour ton temps, tes explications, ton enthousiasme, et merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.